Bonjour ou rebonjour pour tous ceux qui nous suivent depuis ce matin, donc sur ce plateau de la télé de la e-santé, en direct de l'école Isis à Castres pour l'audition des finalistes des trophées de la e-santé. 8 trophées qui seront remis sur cette même scène demain soir à 19h, et donc des candidats qui défilent aujourd'hui dans des catégories différentes. Dans un instant, on va écouter les candidats de la catégorie télémédecine. Le temps pour moi de vous repréciser que tout au long de cette journée, vous avez la possibilité de voter, pour vous qui nous regardez en direct sur Internet, pour le trophée, pour le candidat qui vous a séduit le plus. Un vote par personne, c'est ouvert jusqu'à demain 16h et on remettra donc demain soir le Grand Prix des internautes qui a lui aussi beaucoup de poids. Voilà, on enchaîne tout de suite avec donc la catégorie télémédecine et le jury qui est avec nous. Il s'agit de Pierre Pinzelli qui est directeur du centre hospitalier de Castres, deuxième centre régional de Midi-Pyrénées en termes d'activité, de patients et de poids. Béatrice Falizmira de Medicène qui est le pôle de compétitivité autour du médical, pôle international et qui est situé à Paris. Et puis Michel Verrasselt d'Aller, qui est un industriel qui est fortement présent, qui en France a de belles expériences, entre autres en e-santé et en suivi de personnes à pathologie cardiaque. Voilà pour le jury. On va commencer tout de suite avec le premier candidat, Pierre-Camille Altman. Voilà, qui va nous rejoindre, je vous en prie, installez-vous, de la société Be4Life, et il va nous présenter un premier projet qui s'appelle My Diaby. 1, 2, 2. Ok, ça fonctionne. Bonjour, Pierre-Camille Altman, président et cofondateur de Be4Life. Be4Life qui fait partie d'ailleurs de Medicène. On développe donc MyDiaby, qui est une plateforme de télémédecine pour simplifier et optimiser le suivi du diabète gestationnel. Alors qu'est-ce que le diabète gestationnel? C'est une pathologie qui arrive durant la grossesse des femmes enceintes. Il y a une augmentation du taux de sucre dans le sang et elle disparaît à la fin de la grossesse pour la majorité. Alors, s'il y a un chiffre à retenir de cette présentation, c'est celui-ci. Une femme sur 10 va développer, une femme enceinte sur 10 va développer un diabète gestationnel. Donc, c'est assez conséquent. Et une des premières complications, c'est la macrosomie, c'est-à-dire un bébé trop gros, qui va impliquer, notamment à l'accouchement, des complications. Un accouchement difficile, plusieurs complications, plus de césarienne, plus d'hypoglycémie néonatale, énormément de complications à la fois pour la mère et l'enfant à court terme, mais également à long terme pour la maman, puisqu'il y a un risque d'avoir un diabète permanent à long terme pour ces femmes. Si un deuxième chiffre à retenir, c'est celui-ci, 1/5 des nouveaux cas de diabète de type 2 sont d'anciennes femmes ayant eu un diabète gestationnel. Donc là, on a une vraie mission de prévention par rapport à ces femmes. Donc ça, c'était vraiment les problèmes d'un point de vue clinique. Ensuite, on peut voir d'un point de vue organisationnel. Aujourd'hui, les délais de prise en charge, pourtant très importants dans la prise en charge du diabète gestationnel, sont trop importants du fait qu'on doit prendre des rendez-vous avec des spécialistes et on arrive parfois à plus de 2 mois de délai dans certains établissements. Donc les délais sont importants. Le diabète gestationnel, le suivi est compliqué. On a 2 fois plus de rendez-vous, pourtant énormément de rendez-vous pour les femmes enceintes. On en a 2 fois plus, une dizaine de rendez-vous avec des spécialistes. On a 6 piqûres par jour pour prendre les glycémies pour les femmes enceintes et jusqu'à 5 injections d'insuline pendant le suivi. Donc c'est vraiment très lourd et pourtant ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est contraignant à la fois pour le professionnel et la femme enceinte et pourtant ça n'est pas assez parce que la réactivité pour l'ajustement des doses doit être très rapide. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, puisqu'aujourd'hui les femmes remplissent des carnets papier, et en 2015 ça paraît assez incroyable. Et évidemment on parle de femmes enceintes, donc d'accès, difficulté d'accès, encore plus si on est dans des déserts médicaux. Donc face à tous ces problèmes, on a créé une plateforme, MyDiaby, qui est une solution avec 2 portails. Un portail patiente, qui a 2 gros volets, avec un volet formation sous forme de MOOC, formation vidéo, mais également tout support, pour apprendre à la femme enceinte à découvrir sa pathologie le plus en amont possible, à comprendre les risques, mais également à comprendre la diététique, puisque dans 2 tiers des cas, le diabète gestationnel est traité grâce à la diététique. Donc un gros module de formation dès le diagnostic. Et le deuxième volet, c'est un carnet glycémique intelligent, avec une première interprétation des données avec un code couleur, mais également une aide à l'interprétation des données grâce à notre algorithme qui va analyser en profondeur les données de glycémie et aider la patiente tout au long du suivi. On a également du yoga en ligne, énormément de choses en plus sur la plateforme qu'on pourra détailler plus tard. Sur le portail médecin, lui, il va voir la liste de ses patientes avec une remontée d'informations. Il peut voir le carnet glycémique en temps réel, voir quelle patiente a le besoin de plus de son
de son interprétation. Il peut créer ses propres alertes personnalisées et avec ça avoir une vue d'ensemble de tout le parcours de soins et aider les patientes qui en ont réellement besoin en ayant finalement des questions pertinentes lors des rendez-vous physiques et non plus passer un quart d'heure de rendez-vous à analyser un carnet papier, mais vraiment parler plus humainement à ces patientes. Donc voilà, donc aujourd'hui on est en train de se développer en France, on est actuellement dans 7 hôpitaux et cliniques. On est en train de préparer la réalisation d'une étude clinique en Île-de-France. On est aujourd'hui notamment implanté à l'HEGP à Paris. Et on a donc de plus en plus de patientes qui s'inscrivent également d'elles-mêmes sur la plateforme depuis toute la France. Donc on est très content de ça et à chaque fois on essaye d'impliquer le parcours de soins, donc c'est-à-dire à la fois le médecin mais également les sages-femmes côté maternité pour que tous on arrive à réduire justement tous ces délais et améliorer le suivi. Merci de cette présentation. Des questions du jury. Béatrice Faliz-Mira, du pôle Médicine. Oui, alors j'ai plusieurs questions. Il y en a une, j'ai compris qu'il y avait une analyse des données de glycémie qui sont remontées par la patiente, donc il y a un algorithme qui est derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui induit, enfin qui devient un dispositif médical ou pas, ou c'est seulement une indication pour la patiente pour pouvoir prendre des décisions? C'était une première question. La deuxième aussi, j'ai vu que vous disiez qu'il y avait des inscriptions spontanées. Comment vous réinsérez dans ce cas-là l'inscription spontanée dans le parcours de patient, enfin de soins avec vous l'avez évoqué mais pas trop. Voilà. Et non, je crois que c'était déjà ces deux points-là que je voulais. D'accord, effectivement. Alors, d'un point de vue du dispositif médical, aujourd'hui, exprès dans notre algorithme, on n'a pas pris en compte l'adaptation des doses d'insuline pour justement ne pas être dispositif médical. À terme, évidemment, on espère, l'algorithme est prêt et on essaye de pouvoir le réaliser petit à petit. Ensuite, la deuxième question, donc par rapport aux patientes qui s'inscrivent d'elles-mêmes, c'est intéressant puisque d'elles-mêmes, il y a une recherche d'informations et elles s'inscrivent. Maintenant, nous, derrière, on est capable d'identifier de façon automatique ces patientes et on leur envoie un courriel leur disant que si elles ont envie, elles peuvent contacter leur médecin pour qu'eux-mêmes nous contactent. Et finalement, on a beaucoup de médecins qui viennent à nous en disant on a un réel problème, on est surchargé au niveau du diabète gestationnel, ma patiente nous en a parlé et on aimerait faire partie de l'équipe. Et on les inscrit. D'autres questions, Michel Verrassel. Oui, j'avais une question sur l'étude. Donc, vous avez mentionné que vous aviez commencé une étude en Île-de-France. Est-ce que vous avez déjà commencé cette étude ou est-ce qu'elle est en projet? Non, on est en train de préparer justement l'étude clinique en Île-de-France. D'accord, merci. Pierre Pinzelli, l'hôpital de Castres-Mazamet. Bonjour monsieur. Première question sur le lien que vous faites avec les actions d'éducation thérapeutique. Comment vous les intégrez dans votre réflexion? Et la deuxième question porte sur le parcours de soins. Comment vous intégrez le médecin traitant? Parce que vous avez cité 7 établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, qu'importe. Et où est la place du médecin traitant dans votre dispositif? Alors, au niveau, donc je vais répondre d'abord à la deuxième question. Pour le parcours de soins, on a vraiment focusé notre paradigme sur la patiente, c'est-à-dire que on inclut petit à petit, par étape, d'abord le diabétologue qui va suivre la patiente, ensuite on remonte jusqu'à la maternité, et ensuite, en fait, à chaque fois par étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la patiente peut exporter en PDF son carnet, si par exemple elle doit voir son généraliste, et elle l'exporte en un seul bouton et peut l'amener directement, au lieu d'amener différents documents. Et elle peut emmener tout son dossier médical comme ça. Ensuite, l'idée c'est évidemment d'avoir tous les acteurs qui sont connectés et il y a des transferts de dossiers à l'intérieur de notre plateforme qui est possible. Et la première question du coup que j'ai... C'était l'éducation thérapeutique. On a vraiment travaillé sur les vidéos, c'est notamment une formation vidéo pour que toutes les femmes, qu'elles soient plus auditives, visuelles, etc., puissent ne pas décrocher. Donc on a à la fois quelqu'un qui parle visuellement, on a les points importants qui s'affichent. Pour les femmes qui sont peut-être qui ont du mal à parler français, on a des pictogrammes qui s'affichent. Donc tout ça, ça s'insère dans une formation avec différents supports vraiment où chaque spécialiste va parler que ce soit diététicienne, diabétologue, va vraiment parler là-dessus. Donc c'est vraiment un complément, ça peut être un complément dans un hôpital d'une vraiment éducation thérapeutique, mais on a déjà toutes les bases en ligne rapidement. Alors moi j'avais une question sur le portail médecin, parce que donc il y a un portail médecin qui permet de gérer des alertes et de rappeler quels sont les médecins qui sont derrière ce portail. Est-ce que ce sont des médecins qui sont regroupés par exemple dans un centre hospitalier qu'ils font pour toutes les patientes, ou est-ce que c'est un médecin ça serait peut-être plutôt un gynécologue ou un diabétologue qui suit la patiente, qui sera impliqué? Et l'autre question que j'avais, c'était par rapport aux risques de diabète de type 2 qui sont donc induits par le diabète gestationnel. Comment parce que vous dites que c'est un outil d'alerte ou de suivi, comment ça s'insère par rapport à ce risque?
Alors, par rapport au parcours de soins, finalement, chaque acteur, on a vraiment travaillé pour que chaque acteur, il y ait une répartition des rôles. C'est-à-dire que le médecin va s'occuper vraiment des cas qui ont besoin de plus à se focaliser dessus. Les infirmières, par exemple, qui ont également un accès pour regarder les patientes qui ont peut-être moins le besoin et suivre ces patientes. Ensuite, donc là, on peut vraiment répartir les rôles pour optimiser les ressources médicales rares. Donc ça, c'est un premier point. Et sur votre deuxième question... Prenez le micro, voilà. Alors, déjà, sur la première, donc il n'y a pas de plateforme, c'est les médecins... C'est une solution SaaS, D'accord. donc Donc, chaque chacun s'y accès va, voilà. automatiquement va générer C'était la précision. Et donc la deuxième, c'était sur la prévention du diabète sur la type 2 prévention du diabète à de terme. type. Voilà. Voilà. Alors en fait, en suivi postpartum, vraiment après la grossesse, on a les médecins qui, aujourd'hui, la plupart ont une perte de vue de ces patientes, qui ne reviennent pas après avoir accouché pour justement suivre leur glycémie. Là, avec notre solution, elles passent automatiquement donc, dans un mode après-grossesse où elles peuvent rentrer, en fonction de ce qu'a paramétré son médecin, des glycémies au départ, peut-être 1 ou 2 par semaine et ensuite 1 fois par an pour avoir un suivi. Toute dernière question de Michel Verracel d'Aller. Oui, une petite question sur le modèle économique. Vous aviez parlé d'inscription donc des patients directement. Est-ce que ces inscriptions sont facturées aujourd'hui et quelles sont vos pistes de modèle de business plan en fait pour demain? En effet, c'est un challenge de la télémédecine. On a aujourd'hui la plateforme est gratuite pour les patientes et pour les professionnels de santé. On a un business model qui fait qu'aujourd'hui, vu qu'on réduit les délais de prise en charge, on augmente. Donc c'est bien pour les patientes, mais c'est également bien pour les professionnels qui se voient, les industriels, pardon, qui ont un chiffre d'affaires qui augmente de 35% au niveau des consommables des bandelettes, et on arrive à créer un business model derrière ça. Ensuite, pour les patientes, elles ont des options payantes, comme la gym douce, prénatale, qui sont en ligne, comme certains, voilà, des choses qui sont faites en ligne, qui sont un peu plus poussées, qui sont des options payantes. Merci beaucoup Pierre-Camille Altman de cette merci présentation donc, de ce projet My Diaby. Voilà, je rappelle les règles du jeu à chaque fois, 5 minutes de présentation et 4 à 5 minutes de questions de la part du jury. On va écouter le deuxième candidat, Gérard Veil, qui représente Voice et qui va nous présenter ce projet Voice Patch. Voilà, prenez place et l'on vous écoute. Bonjour, bonjour messieurs, dames, je suis Gérard Veil, je suis président de la société Voice et je viens vous présenter aujourd'hui donc notre système qui se positionne dans le monde de l'orthopédie. C'est un monde qui aujourd'hui évolue rapidement. Vous avez peut-être tous entendu déjà parler de la chirurgie ambulatoire, les récupérations rapides après chirurgie, le rôle aussi de la qualité dans le système de santé, hein, le rôle de l'HAS qui vient labelliser les cliniques et les hôpitaux. Notre objet donc sur ce système qui, comme vous le verrez, est un système relativement simple à utiliser, c'est donc de pouvoir suivre et capter les mouvements donc, des membres inférieurs, que ce soit la hanche ou le genou, sur des patients qui ont soit subi une opération et qui ont une prothèse se sont fait donc positionner une prothèse de genou ou de hanche, soit des traumatismes du style ligament croisé, des choses comme ça. Notre objet, c'est véritablement de positionner donc un système qui permette de suivre le patient dans sa vie de tous les jours. Les systèmes se présentent sous la forme de patchs qui sont collés sur la peau. Donc on en a 2 à chaque fois donc pour observer tel ou tel mouvement. Sur le genou, c'est positionné sur la cuisse et sur le tibia. Et pour la hanche, sur la cuisse et sur la ceinture, en fait. Ces systèmes ont donc une autonomie d'1 semaine. Ils sont totalement étanches. On peut vivre sa vie de tous les jours avec. Ils sont positionnés sur la peau grâce à des systèmes donc équipés un système autocollant de type pansement, donc totalement neutre au niveau de la peau. Et d'une pièce qui est une pièce en fait de propreté que l'on peut donc ensuite remplacer à l'issue donc de l'utilisation. Alors le contexte en fait dans lequel on se place est assez important puisque aujourd'hui il y a une recherche de peut-être compléter les outils qui sont entre le chirurgien ensuite après l'opération bien sûr pose des patchs. Le patient revient à la maison avec sa mallette. Et ses patchs posés sur lui. Il a évidemment des rendez-vous avec le kiné. Donc la veille du rendez-vous, on lui demande d'ôter ses patchs et de les recharger sur des systèmes à induction. Il n'y a pas du tout de connecteur sur ce système.
On vient donc, lors de la séance de kiné, décharger les informations qui sont issues des patchs et qui sont représentent peut-être une semaine de 4 jours à une semaine d'enregistrement. Et le patient donc se voit rééquipé avec ses patchs, réinitialisé, et il repart à la maison. Et on répète évidemment ce cycle autant de fois que nécessaire suivant les périodes de rééducation qui sont donc demandées, mises en perspective avec l'équipe médicale. Finalement, l'innovation et finalement quels sont les plus de ce que peut amener ce système. Selon nous, c'est tout d'abord une première preuve tangible de la qualité des soins. C'est quelque chose donc qui permet de savoir au niveau donc de la dynamique générale où on en est. Une interprétation rapide des résultats qui permet donc au patient d'agir également sur sa propre rééducation. Notre objectif, c'est bien évidemment la réduction du temps de rééducation, un renforcement peut-être également des liens entre l'équipe médicale, entre le chirurgien et le kiné, avec des bilans et tableaux de bord. Donc l'idée générale, c'est d'avoir un tableau de bord au niveau du chirurgien, donc qui lui permet de suivre l'ensemble de ses patients et peut-être de gérer différemment ses visites post-opératoires. Voilà. 5 minutes sont écoulées. On va écouter les questions du jury. Alors, Michel Verracel va sauter sur son micro immédiatement. Allez-y. Juste une première question qui découle un peu de ce que vous venez de dire. Est-ce que tout ce que vous venez, je repose un peu la même question, est-ce que vous avez prévu de le mesurer? Est-ce que vous avez mis en place des outils, des études qui permettront de valider ce que vous prétendez là? Donc on était effectivement en plein dans cette phase de validation. Nous avons commencé les essais sur des vrais patients, donc qui ont porté les patchs pendant 4 jours et demi et chacun sur des cas typiques de ligaments croisés en rééducation. Et nous sommes en prise avec l'hôpital de la Croix-Rousse pour réaliser une étude beaucoup plus importante entre l'hôpital de la Croix-Rousse et le Val-Rosay concernant donc avec le docteur Pelletier. Béatrice Falizmira du pôle de compétitivité Médicane. J'avais la même question sur l'évaluation clinique, donc je la passe. Et qu'est-ce que vous envisagez comme modèle financier qui seront les acheteurs et comment ça peut se déployer une fois que ça sera validé? C'est bien évidemment la question centrale. Aujourd'hui, nous sommes accrochés en fait à deux principes, je dirais. C'est d'une part les établissements de santé, de voir dans quelle mesure ce dispositif peut les intéresser dans la mesure où il amène à leur service qualité un certain nombre d'indications. Et dans la mesure où ils permettent également à leurs praticiens, à leurs médecins, à leurs chirurgiens plus exactement, de gagner aussi un peu de temps et surtout de la visibilité sur l'ensemble de leurs patients. Et encore une fois, j'insiste, je pense qu'il y a une place pour ce produit dans le cadre des visites post-opératoires. Aujourd'hui, la visite post-opératoire, il n'y a pas franchement de document qui permet d'appuyer cette visite. Peut-être que nous avons une place à prendre là-dedans au niveau donc de complémenter les outils actuellement à disposition. Pierre Pinzelli. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Le modèle de rééducation est-il rentré par un médecin préalablement dans votre outil? Parce que ça, j'ai pas très bien compris. Et derrière, comment se passe la mesure de l'observance? Alors le modèle en fait est donc je n'ai pas tout à fait présenté notre entreprise, mais on est en lien avec une société qui fabrique des prothèses de hanches et de genoux et qui est munie d'un certain nombre de docteurs biomécaniciens spécialistes de la marche. Et on a effectivement préparé ce système expert en lien avec eux, et on va maintenant le soumettre bien évidemment au feu des essais et des résultats qui peuvent en découler. L'observance donc par le patient des différentes. Alors justement, c'est une question très intéressante parce que aujourd'hui, il y a un dialogue entre le kiné et le patient qui est assez clair. Enfin, vous allez faire ces exercices, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Le patient revient quelques temps après. Le kiné lui demande est-ce que vous avez fait. Bon, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous m'avez demandé. J'en ai fait un peu, etc. Donc là, on replace un petit peu le patient devant ses responsabilités d'une manière douce. C'est-à-dire que l'idée, c'est de l'encourager de toute façon. D'avoir des messages sur la fiche patient et d'avoir une preuve finalement de ce qui a été fait ou pas au niveau donc des exercices demandés. Béatrice Falizmira. Oui, moi j'ai une question parce qu'en fait c'est un outil complètement nouveau, je pense, pour le monde des kinés et qui s'adresse aux kinés. Quelles sont les formations des professionnels qui sont nécessaires pour pouvoir lire et utiliser l'outil? Justement, c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette très très grande flexibilité. En fait, il y a besoin d'aucune formation particulière. C'est un outil qui s'interprète. Le cahier des charges de la fiche patient s'interprète en 15 secondes maximum. C'est véritablement
un des génomes de la société d'arriver à rendre des choses complexes relativement simples sur le devant de la scène. Toute dernière question, Michel Verracel. Sur le plan technique, j'ai un point que j'ai pas bien compris. J'ai compris que la partie collante en fait se changeait. Oui. La partie l'autre en fait a une durée de vie de combien en fait? Est-ce qu'elle dure l'autre dure plusieurs années. Hein. C'est un patch donc qui est encapsulé. Montrez bien vos patchs. Oui, voilà. voilà. On les voit, ils sont cachés un à patch l'ordinateur. donc qui est donc encapsulé dans du silicone et donc qui a une durée de vie qui est de l'ordre de 3 ans. D'accord. Même un peu plus. Ça dépend un petit peu comment. Vous le réutilisez pour les autres patients? C'est réutilisé, oui, effectivement. Ouais. Parfait, mais merci de cette présentation. J'ai un Merci rappelle qu'on peut applaudir pour représenter ici ce produit Voice Patch. Candidat suivant, Nicolas Gosserand, de la société Made in Box, qui va venir nous rejoindre. Voilà, je vous en prie, prenez place. Donc 5 minutes pour présenter votre projet. Bonjour. Bonjour, mon nom est Nicolas Gosserand, donc je suis le dirigeant et cofondateur de Made in Box. Alors je m'excuse d'avance parce que je suis plus à l'aise dans les blogs que dans les présentations. Donc Made in Box, c'est un système de gestion audiovisuelle innovant facilitant le partage d'images depuis le bloc opératoire. Alors la société a été créée en 2010 par l'association de Next Media Factory, qui est une agence de production audiovisuelle médicale, et de la clinique Pasteur de Toulouse. Alors la place de l'imagerie est de plus en plus importante durant les interventions. Il est toujours difficile pour les équipes médicales de partager ces images à l'extérieur des blocs. Et l'offre disponible est relativement complexe et souvent coûteuse. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons conçu Made in Box avec des équipes médicales, de façon à répondre à leurs attentes en termes d'ergonomie et en même temps de simplicité d'utilisation et en essayant de réduire les coûts. Alors aujourd'hui, Made in Box, c'est une équipe de 6 personnes. On est basé à Toulouse. Et notre système est utilisé au quotidien dans des salles d'opération autour du monde, en France, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis. Alors, en pratique, une intervention, ça ne se résume pas à la vision du chirurgien. Il faut pouvoir voir l'imagerie qui est disponible dans le bloc. Alors, on voit 2 images. L'image de gauche qui illustre l'importance pour l'infirmière de voir à la fois ce que fait le chirurgien et en même temps quelles sont les constantes du patient. Et l'image de droite, on a une salle interventionnelle où l'opérateur guide son geste au travers de tous les écrans. Donc l'opérateur va avoir jusqu'à 8 écrans simultanés, et donc il est impossible de suivre une intervention sans disposer de tous ces écrans. Alors, on a construit Made in Box de façon à répondre à ces problématiques. On a intégré tous les signaux vidéo disponibles dans le bloc, et on les a intégrés à une interface qui permet à l'utilisateur de tout contrôler depuis une interface tactile. Alors, dès lors, il est possible de les enregistrer, également de les retransmettre, que ce soit avec de la vidéoconférence classique ou des moyens de télévision de type satellite. Et on a récemment travaillé sur l'intégration de Skype Pro, qui donne la possibilité de transmettre en haute définition et de façon sécurisée les images vers n'importe quel type de périphérique, que ce soit des tablettes, téléphones portables ou ordinateurs. Alors l'utilisation de Made in Box nécessite aucune compétence technique. Ça c'est très important parce que les outils sont souvent complexes. Une seule personne peut tout manipuler. Le contrôle des caméras se fait directement dans la vidéo et l'utilisateur est libre d'afficher les images de son choix là où il le désire sur l'écran. Et enfin, on a également intégré un système de micro assez innovant qui permet une communication naturelle et en même temps l'intégration de commentaires sur des images des interventions. Alors, les utilisations de Made in Box sont multiples et contribuent généralement à améliorer le traitement des patients en facilitant le partage d'images, que ce soit sur des applications de télémédecine, d'intégration d'images dans le dossier patient et également dans le cadre de formation. Alors, avec la simulation dans la formation, la vidéo est reconnue comme un outil primordial pour la transmission de techniques, que ce soit pour les équipes soignantes ou paramédicales. Alors, en termes de télémédecine, Made in Box permet de solliciter des avis à distance ou une assistance en permettant de visualiser toute l'imagerie qui est disponible dans le bloc. Alors, on a dans le cadre de lancement de dispositifs médicaux des courbes d'apprentissage qui sont assez importantes et on envoie des médecins former des équipes, que ce soit, on a un exemple récemment avec les valves percutanées où les implantations ont commencé en Europe avant d'être implantées aux États-Unis et ce sont les médecins européens qui sont partis former les médecins américains. Alors ça implique du coup beaucoup de logistique, de temps, c'est contraignant pour les médecins, c'est valorisant, mais en même temps c'est pas très pratique. Donc on répond avec Made in Box à cette problématique en permettant aux médecins
de pouvoir à distance guider les gestes de leurs confrères sans mobiliser une présence sur place. Alors, il est difficile de parler de vidéo médicale sans montrer de vidéo, donc je vous ai mis quelques images. Je conseille aux plus sensibles de détourner la tête. Là, vous voyez de l'orthopédie, maintenant quelques images de cardiologie. Ici, de la cardiologie interventionnelle, où vous voyez que le geste est d'un côté, l'imagerie de l'autre, et toute l'image est guidée par l'imagerie. Ici, c'est une des préférées de l'équipe, qui est une réparation de valve mitrale. Et maintenant un pontage à cœur battant où donc le chirurgien a besoin de savoir ce qui se passe dans le cœur du patient et suit l'imagerie. Voilà, je passe rapidement sur quelques utilisations dans le cadre de congrès de Made in Box autour du monde. On a ici des images de congrès en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, et on a récemment été en Australie. On a envoyé nos équipes à Adélaïde. Au niveau excusez-moi. Je vais passer à la conclusion. Made in Box, c'est une vraie solution fonctionnelle qui répond concrètement aux attentes de son marché, à ses utilisateurs. Et on a un vrai marché. On prévoit aujourd'hui 600 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année. Et Made in Box, aujourd'hui, c'est implanté beaucoup à l'international. On a la majeure partie de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international. On aimerait bien travailler plus ici. C'est malheureusement pas le cas, c'est compliqué. Alors voilà, c'est difficile de résumer toute l'étendue des possibilités. J'espère cependant vous avoir convaincu de la pertinence de notre projet. Et voilà. Et puis ce prix, ça serait pour nous une belle reconnaissance de notre travail. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour vos questions. Merci de cette présentation. Question du jury ? Michel Verrassel. Oui, enfin c'est vrai que j'ai vu ce système qui fonctionne bien aujourd'hui, en fait, surtout dans les congrès, dans les retransmissions. Donc j'imagine que le modèle économique est plutôt situé par là. Donc vous voulez étendre en fait l'utilisation peut-être dans. Enfin, ma question elle vient là en fait. Hein. Quelles sont vos perspectives en fait dans une étendue de cet outil? Je dirais dans des pratiques qui pourraient être de retransmettre ce qui se passe à Paris sur un hôpital de province ou l'inverse. Là, c'est vraiment, vous êtes sur l'aspect formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, Made in Box... Pas forcément formation, transmission de... Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, on a une vraie utilisation de Made in Box là-dedans. Les équipes, au quotidien, sans faire appel. Alors, vous voyez ici, on est une grosse équipe de production technique. On offre la même possibilité dans le bloc, sans faire appel, excusez-moi pour mon confrère caméraman, à toute cette équipe de production. C'est-à-dire qu'on considère qu'une équipe technique n'a pas sa place au bloc. Alors, après, il y a plein d'utilisations qui en découlent. On voit donc de l'imagerie. Dans le cadre d'intégration d'images dans le dossier patient, on a des appareils qui fournissent de l'image, mais qui ne sont pas interconnectés. Et les médecins ont besoin, pour faire leur compte-rendu, de récupérer ces images de façon à les intégrer dans le dossier du patient. Ça, on le fait avec Made in Box. Ensuite, en termes, j'ai parlé de l'exemple des valves percutanées. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il y a des centres qui ont besoin d'assistance. Il y a des experts qui sont disponibles et les experts ne peuvent pas passer leur temps dans les centres. Donc on leur donne la possibilité d'accéder à toute l'imagerie et de pouvoir guider. Et en même temps, au niveau de l'audio, on a fait un vrai travail de fond parce que la communication bidirectionnelle est très importante et on a une réponse là-dessus. Donc les équipes peuvent vraiment communiquer et interagir. Je comprends assez bien le côté télémédecine, téléformation, téléexpertise. Je me demandais s'il y avait une application, un usage au bloc, parce que si j'ai bien compris, on a tout un ensemble d'images qui vont pouvoir être manipulées par le chirurgien. Alors je ne sais pas si c'est par geste ou par... Et donc, est-ce qu'il y a un usage pour le chirurgien en train d'opérer, ou ce n'est que de l'exportation pour partager, informer, former ou expertiser? Alors, le chirurgien, lui, il est sur son acte. Et ensuite, il y a tout le personnel qui est dans le bloc qui, lui, va avoir besoin, en fonction des personnes, de suivre différentes informations. On a l'infirmière circulante qui va avoir besoin de certaines informations, l'anesthésiste d'autres. Et on va pouvoir, effectivement, gérer tout ce qui est routage vidéo dans le bloc sur différents écrans, avec différentes applications, en fonction de différentes spécialités, etc. Pierre Pinzelli, hôpital de Castres. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Cette importation des images dans le dossier patient, comment vous l'imaginez? Est-ce que c'est plutôt sous forme de vidéo? C'est le chirurgien qui décide de capturer des images à un moment donné et donc de les archiver pour les transmettre ensuite dans le dossier patient? Est-ce que pour des opérations particulièrement risquées ou particulièrement délicates, l'idée c'est de pouvoir aussi suivre l'intégralité de
de l'opération et derrière, éventuellement, à la fois sur le plan de l'enseignement de débriefer, mais aussi sur le plan médico-légal, quelle répercussion ce système peut avoir? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre, enfin dans le désordre. Au niveau médico-légal, on a une expérience. On a aujourd'hui un de nos clients qui filme ses interventions et qui a été amené à utiliser une vidéo dans le cadre d'un procès où il a pu prouver qu'il avait fait son travail correctement. Donc ça, effectivement, ça fonctionne. En termes d'imagerie, on a intégré récemment chez des gastro à la clinique Pasteur de Toulouse cette fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a de l'image multiple dans le bloc, on a de l'écho, on a de l'endo, enfin une colonne d'endoscopie, pardon, et on a un ampli de brillance. Donc tout ça, c'est des appareils qui ne sont pas connectés ensemble. Et le médecin, lui, a, avant son intervention, paramétré dans Medinbox les différentes images. Il a une pédale disponible et il capture ces images au fur et à mesure de l'intervention. À la fin de l'intervention, il se met devant son ordinateur, il sélectionne les clichés qu'il veut intégrer au dossier, il appuie sur un bouton, c'est intégré. Donc en termes d'efficacité, il a gagné au moins 60% du temps qu'il passait avant à récupérer l'image de chaque appareil, les sélectionner et les intégrer. Toute dernière question, si on a, Béatrice Elismira. Est-ce que c'est des outils qui ont été utilisés dans des MOOC ou qui ont été utilisés dans des RCP? Pardon? Alors MOOC, c'est les outils de formation qui sont, enfin, c'est des plateformes de formation numérique. Donc pour l'instant, c'est souvent des slides, c'est des cours qui sont filmés, etc. Et, alors dans des programmes comme ça, non. C'est utilisé dans l'industrie. On utilise ça dans des cadres de programmes de formation sur des outils en particulier ou des techniques particulières. Ça s'intègre dans des cursus, effectivement, mais pas réellement dans des choses plus formelles comme vous l'indiquez. Merci beaucoup, Nicolas Gaustrand, de cette présentation qu'on peut applaudir de Medinbox. Il est temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez toujours voter en ligne. Allez-y, plusieurs centaines de votes déjà depuis ce matin. Ça va très vite pour ce prix des internautes. Et puis pour vous rappeler que dans les 7 prix qui seront décernés demain, il y a 7 parrains. Et ce sont des vrais parrains, ce sont des véritables parrains qu'on a à Castres qui accompagnent véritablement les lauréats pour aller plus loin avec leurs entreprises, qui peuvent les conseiller, qui sont là derrière pour les épauler à toutes les étapes du projet. Donc c'est un vrai parrainage, c'est pas qu'un simple prix ou qu'un simple trophée que l'on remet ici. Alors, candidat suivant, je vous ai dit, on a beaucoup de dossiers internationaux qui ont été reçus cette année. Cette fois-ci, il vient de Belgique, Steven de Hollander. Voilà, venez, installez-vous, il va nous rejoindre. Sa société s'appelle Pili Pili. Donc ça s'annonce comme quelque chose d'épicé. Et son projet s'appelle EEG Cap. Voilà, je vous laisse la parole pour 5 minutes. Bonjour, moi je suis Steven de Pili Pili. Nous sommes un bureau de design industriel en Belgique et on a développé un nouveau cap pour mesurer l'épilepsie chez des patients. Alors aujourd'hui, un petit mot dans l'épilepsie en avant. C'est une brain disorder qu'on peut... Ah, je suis en train de parler en français. Excusez-moi. No, I will do it in English. Yes, sorry. So epilepsy is a brain disorder characterized by recurrent epileptic seizures. So about 1% of the population has this disorder. It means 600,000 people in France only. Once you have this disorder, you will be limited in your mobility and you have a very big impact on your personal life. So today, when you're diagnosed with epilepsy, you'll need a measurement, EEG monitoring of your brain activity. This is done today in a hospital. You have to stay there for about 5 days. They will glue 24 electrodes on your skin. And they will monitor you with cameras during this procedure. So you see on the picture, it's a very stigmatizing method. You're immobile, you have to stay in a room for the whole period. And the biggest institute in Belgium can measure 6 people per week in this method. If you know that they have 20,000 patients, you see where the problem arises. So this is a very stigmatized method. What we have developed now together with IMEC and the University of Ghent is a portable EEG cap for monitoring at home. So the idea is to have a personalized cap that will fit perfectly on your head. We still have these 24 electrodes, but they are not glued. They will be just touching the skull. We use soft electrodes. It's conductive rubber that has been implemented.
and we have designed something much less stigmatizing. So what we want to have is that the people are still in their normal daily activity, because when you are in the hospital and you are measuring the activity in that place, people are out of their context, so they don't are in the normal habit, and often they even do not do an epileptic seizure during the week they are in the hospital. That's one of the problems. So when you can measure people at home during their daily activity, you have much more chance that you will measure an epileptic seizure. Where the normal cap in an hospital will take you more than an hour to install it, this one is only 5 minutes. And the idea is to have to capture all the information wireless and put it to a hub, and through the hub go to the hospital. In future developments, we're also thinking of having a link to a smartphone, for instance, for parents, that you can have an idea when the risk of an epileptic seizure will arise. Because if you have more data in measurement, you will have a better idea of the person's problem, and you can also start anticipating and seeing when the problem would arise. How do we fit this helmet perfectly on the person? It's we use the 3D scan data of a CT scan. Often people are coming into the hospital and they get the CT scan first. The 3D data is then put in a 3D CAD system, and we model the 3D helmet around it. Then we print it in a 3D printing machine, and then we assemble the electrodes in it. It's a flexible electronic circuit. And so when you put it on the head, it's a perfect match of all the electrodes. It's very essential because you need 24 good measurement points on the scale. So last thing, so we also implemented some extra features. So we made it looking like a headphone so that it's more acceptance in the social life. And we can also use this headphone for listening to the music during the measurement, so people are more at ease. But we can also give voice commands. And during a normal EEG measurement, you have to close your eyes, open them again in certain ways. And we can do this now with the voice command. So, thank you. Merci de cette présentation. Les questions du jury. Alors, vous avez un casque, si vous avez besoin de traduction. Voilà, Michel Verhassel. En français ou en anglais, comme vous le voulez. So I will come back with the same questions about the evaluation. So you did not mention it. So have you started clinical study? Yes, so now for the moment we have, through the Ethics Commission of the University in Ghent, we have now 8 people that will be wearing this device in the summer. So we have now assembled 8 working prototypes for testing and clinical testing. You are at the stage of feasibility and safety? This is still a clinical test. So we work together with this university in Ghent. They are specialized in epilepsy, and they want to use it first in their own environment. So we have had some contacts through the Ethics Commission, especially children, because for a child, it's even more hard to stay there for 1 week and be immobile. So that's the first step. That was my question. Also, is it dedicated to children, or is it also used for adults? And if I understand well, it's a one-use system because you model it with a... Yes. So the idea is that once you are diagnosed with epilepsy, because of the small capacity of the center today, they only can measure 6 people a week. They are very limited in measuring their patients. So with this device, you can measure them much more. You can measure them a few weeks, a year, or longer. So it's all already a good idea to have something personalized for these patients. The patient can keep the helmet for himself. Question on the sizes. In our technique, we can cover all sizes, so also children and adults. We've chosen to start with the children because they are more accurate problem there in measurement. But at the end, thanks to the CT scan of the skull, we have a very good fit of the helmet for everybody. Pierre Pinzelli, hôpital de Castres. Alors, je vais vous poser la question en français. Pas de problème, oui, j'espère. D'abord, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez mesuré aussi les incidences sur l'intégration, notamment l'intégration scolaire des enfants avec ce système? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes en mesure d'apporter des éléments
qui permettent justement de rassurer sur tous ces problèmes d'épilepsie et l'intégration de ces enfants qui est souvent un peu compliquée. Si je comprends bien, on a commencé avec des tests dans des écoles parce que là, on a une très grande variété au niveau des personnes. Si on a une classe avec des gens qui sont 6 ans, on a quand même là une très grande différence entre dimensions et là, on a testé ce système-là avec des vrais enfants pour le moment. C'est ça votre question? Okay, question en français, réponse magnifique en français derrière. Une ou deux dernières questions éventuellement. Pierre Pinzelienne. Le modèle économique, comment vous oui, l'avez pensé? Voilà. Maintenant, on a contact avec 2 entreprises qui sont intéressées de faire la valorisation. On a une qui fait le soft en Belgique et on a une autre qui a déjà développé un module pour transférer la communication wireless. C'est une entreprise à Servier, mais ils ont déjà un module qui existe et qui est déjà dans le marché. Alors avec les 2 partenaires-là, on veut bien avoir un produit final. Maybe a little bit more specific. So this is a device which replace the test in the hospital with the 5 days. So I mean, eventually this could be a home care device. Could have a place in the reimbursement system. So are you working on this? Not yet. It will not really replace the measurement in the hospital because it's a first measurement. It's 24 electrodes. Once they see the degree of epilepsy, they will start moving on to more electrodes in the hospital, and they will either use 64 or 128 electrodes for very specific patients. But this is meant for the first seizure and the first diagnostic. Merci beaucoup pour cette présentation qu'on peut applaudir. Stéphane Lander, venu de Belgique présenter ce projet EG-CAP. Autre candidat qui vient un peu plus au nord, cette fois-ci on va partir pour les Pays-Bas. Et on va accueillir Jock van der Hooyden, si je prononce bien. Voilà, qui est du centre télémédical Xios et qui va nous présenter son projet lui également en 5 minutes. Merci. Thank you very much. My name is Job van der Heijden. I am the head of research and development for Xios Telemedical Center. I'm here on behalf of our director who unfortunately could not make it here today. I will first start with a movie. To introduce us. Ik vond het heel leuk om gewoon dokter te zijn. En eigenlijk het denkaspect erbij van wat kan ik met die patiënt doen. Ook nieuwe dingen maken en ontdekken. Eigenlijk de puzzeltjes die daar steeds bij komen en proberen dat op te lossen. Telemedicine is mijn vak. Telemedicine is in mijn optiek het gebruik van ICT in de zorg. Ik vond het heel leuk om gewoon dokter te zijn. Het gebruik van internet, het denken in de zorg. En daarmee studeer ik en nieuwe dingen maken. Steeds bij komen en proberen dat op te lossen. En ik ben juist een ontzettende computer-analfabeet. Telemedicine is mijn vak. Is in mijn optiek het gebruik van ICT in de zorg. Eigenlijk nog iets enger, het gebruik heel aansprekend studeer ik en wil ik ook laten zien hoe het gebruik van de zorg sneller kan maken, beter kan maken. Oogarts ging voor oogspiegelen. Dat is een ontzettende naar de opticien om de hoek. Daar worden foto's gemaakt. Gebruiker. Die worden automatisch opgeladen in het elektronisch patiëntendossier en worden gebruiksvriendelijk en veilig mee kunnen werken. Kijkt de oogarts mee. Mensen en ook heel simpel in de reductie van de belasting. Het komt erop neer dat de patiënt, en dat is ook heel hard nodig, voor oogspiegelen gaat nu naar de opticien om de hoek. Daar worden foto's gemaakt. En die worden automatisch opgeladen in het elektronisch patiëntendossier en worden beoordeeld door een antwoord. En als het nodig is, kijkt de oogarts mee. In telemedicine van belang. Dus echt een enorme reductie van de belasting van de ziekenhuispolie. En dat is ook heel hard.
first healthcare autonome centers to toename solely in deliver zorgvraag telemedicine en we zullen al die services patiënten moeten blijven and are bedienen. therefore also referred En to as a om virtual dat op een hospital. veilige, 7,000 voortvarende contracted en Xeos sociaal-maatschappelijk healthcare workers, like verantwoorde dental manier te practitioners, laten gebeuren, medical specialists, daarvoor various is types of onderzoek paramedics, in are telemedicine van delivering belang. quicker and better healthcare at lower cost to over 300,000 patients in somatic field as well as mental fields. Xeos' mission is to contribute an increased efficiency in healthcare using innovative techniques, changing working rules, prevention and education. This increase in the quality of care reduces the waiting and traveling time for the patient. Xeos started with teleconsultation in 2005 and continued with telediagnostics in 2008 and telemonitoring in 2012. We've been active in the Netherlands since 2005, followed by the UK in 2010, and we have now smaller scale pilots running in Norway, France, Spain and Switzerland. In the Netherlands, Xeos is now responsible for the diabetic retinopathy screening program for half the diabetic population. That is over 50,000 telescreenings a year. The fastest growing telemedicine service from Xeos, however, is eMental Health, consisting of telescreening, telediagnostics, teleconsultation, telereferring, and telemonitoring services. This service has been adopted by over 1,000 GPs in the last year alone, and is currently having a total catchment area of 2.5 million patients. Teleconsultation is one of the biggest that we have. We evaluate all our healthcare services through scientific research programs performed by PhD students. The main outcomes show that, till date, 250,000 teleconsultations in various fields, like dermatology, ophthalmology, cardiology, and pulmonology, have prevented 180,000 physical referrals to the hospital. That's over the 70% referral reduction rate. The average time in which a medical specialist responds to a teleconsultation is 4.7 working hours, and the median is even half that time. This means that a patient receives diagnosis and treatment on the same day, instead of waiting a couple weeks for an appointment at his local hospital. We calculated a cost reduction of 40%, and in the future, due to more volume and lower prices and the educational effect, we predict that even 60% cost saving can be possible. Teleconsultation enriches the GP and medical specialists' work experience, as the frequent communication between the two parties strengthens their regional relationships. Also, the GPs experience a profound educational effect. Long-term trends show that GPs perform less teleconsultations and less physical referrals after 5 years of doing teleconsultation, due to this educational effect. These results are therefore contributing to the mission of Xeos, delivering faster, better healthcare closer to the patient at lower cost. Thank you. Merci de cette présentation. Job van der Ruyden, cette fois-ci je prononce correctement. Je me tourne vers le jury pour les questions. Est-ce qu'ils souhaitent débuter? Ah, ils se battent. Allez, Béatrice Weismira, honneur aux femmes du pôle Médicine à Paris. Small question about your business model when you are not in your country, because teleconsultation and tele-expertise, that's what more or less you are providing, are deeply linked to the regulation of the country. Considering, so how you manage that? You say that you're working in France, especially in France. How do you deal with the regulation? So in France, Switzerland, and Spain, we're working still on research grants, the similar way that we have started in the Netherlands and in the UK. In the Netherlands, we have been completely integrated into the national reimbursement system. Also in the UK, which is a bit different, where we are getting paid through the healthcare insurance directly in the Netherlands. In the UK, it is that groups of GPs actually have a bag of money that they need to spend on the whole region. So the GP pays for referral to secondary care. So the GP groups contract Xeos instead of healthcare insurance directly. You mentioned a center in France in your clinical study. Which center is it? Oh, it's in Paris. I don't know which one. Yeah. Notre question, Pierre Pinzelli.
Bonjour monsieur, ce que vous nous présentez, donc ce modèle intégré de téléconsultation. Pardon, could you ask the question in English? Vous avez un casque, voilà, ici, et Okay. on doit être sur le bon canal. Normalement, c'est le 9. It's 9 Ouais. here. Yeah. Ok. Bien, bonjour monsieur. Ça Can you fonctionne? hear something? No. Il faut l'allumer en dessous. Est-ce que là ça fonctionne? Yes. Ok. Bon. Bonjour monsieur. Donc le modèle que vous présentez, on le perçoit bien dans effectivement un certain nombre de pays, mais moi ce que j'ai pas bien compris, c'est comment vous organisez la plateforme. Est-ce que vous vous occupez de toute la partie technique ou vous avez aussi en charge la partie organisationnelle et éventuellement le recrutement des médecins et comment est-ce que ces médecins sont recrutés, certifiés? Mm-hmm. Yep. Okay. Thank you for your question. So our strategy is actually pretty close to companies like Uber, like Airbnb. So we utilize existing infrastructure of healthcare that is already there. For example, we do not have any buildings, but we use the hospitals and GP buildings that are already in the country. Then we take either existing healthcare processes or we invent new healthcare processes and embed IT or telemedicine in these processes. We then start always in a regional setting because we think that local healthcare change are the most important to keep together. Also, you can have local champions, either GPs or specialists that can promote the service. What we do is we set up educational meetings for a region where a GP or a paramedic or a medical specialist gives his own experiences with this system, and then he enthusiasmizes all the healthcare providers in the region. So as Xios, we are responsible for everything that a healthcare institution, a normal healthcare institution is as well. We are registered as a healthcare institution similar to normal hospitals. So we do reimbursement, declaration, registration, authentication, identification, training, help desk support. We do everything except the building because we utilize that infrastructure from other already existing healthcare services. Une à deux rapides questions si on reste et des réponses rapides également. Quickly answers please because you only have 1 minute left. Okay. Comment, vous voulez peut-être reprendre le casque? Qui évalue la pertinence, qui évalue la pertinence des actes médicaux? It's not work. Alors, un petit souci de traduction. Ouais. Maybe Voilà, il y a un temps de latence, le temps que ça arrive. there's a question about the medical act. Maybe if I can just complete this question. So, for example, in France, so within this field, I mean, this diabetic retinopathy, there is an act, the first one which has been created. So, well, there are maybe two questions. So, it's going to evaluate that part. And are you following up a little bit what's going on in France? Because this is a field where some things are changing as well. Okay. Well, on that second part, very interesting. So I'd like to talk about But that. just in 1 minute. Yeah. Okay. So what we do is we work with most scientific groups for every specialist. So we work with the cardiologist scientific group in the Netherlands, the ophthalmology scientific group, and they validate whether or not screening by an optometrist, if they have received proper training, can be done. If we think that something can be done, for example, in teledermoscopy, we try and do research and PhD projects on that, so we can ourselves show that certain new ways of providing healthcare is also evaluated. And also we are certified through NEN and ISO standards for technical parts and our organizational parts. Merci beaucoup de cette présentation, Job van der Heyden, qu'on peut applaudir pour être venu. Thank you very much. Very welcome. Voilà. Et l'on va écouter le dernier candidat dans cette catégorie télémédecine. Il s'agit de Marc Latouche, la société Codena. Il va nous présenter un projet en lien avec le stress chronique. Voilà, je vous en prie, prenez place. Et on vous écoute pour 5 minutes. Bonjour, oui, donc la société c'est Codesna. Codesna, C'est pas grave. Donc Marc Latouche, donc merci
au Trophée de l'innovation de nous avoir invités pour pouvoir présenter notre innovation qui tourne autour de la mesure en temps réel et de manière précise et non intrusive de la balance de votre système nerveux autonome et donc de votre potentiel de stress chronique. Donc en fait, le burn-out, c'est quelque chose que vous avez entendu de nombreuses fois. On en parle de plus en plus. Lorsqu'on parle avec les kinés, avec les médecins, eux reçoivent de plus en plus de patients qu'ils doivent traiter pour des systèmes de burn-out. Il y a à la fois un aspect humain, puisqu'on parle en France de 3 millions de personnes actives qui potentiellement sont susceptibles d'être en burn-out. Ça dépend bien sûr des professions. Chez les cadres, on parle de 19-20%, donc c'est 1 sur 5 personnes qui est potentiellement susceptible. Et donc ce burn-out peut aussi avoir des conséquences assez désastreuses. On a vu des exemples dans le passé, malheureusement, où des gens étaient amenés à des actes de désespoir suite à ce burn-out et ce mal-être. En dehors de cet aspect humain, il y a également l'aspect sociétal. Donc on estime en France que le coût du burn-out au niveau de l'entreprise tourne entre 2 et 3 milliards et au niveau européen va jusqu'à 20 milliards. Donc ce n'est pas uniquement un problème français, c'est un problème européen, en fait c'est un problème même mondial. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas vraiment de mesures pertinentes pour pouvoir détecter du burn-out. Souvent on entend, si vous avez un collègue qui est parti d'un coup 3 mois en vacances, tout le monde dit on n'a rien vu venir. Il y a des QCM qui permettent, avec des questions, d'essayer de deviner un peu ce que fait la personne. Il y a des systèmes qui vont analyser les molécules de cortisol dans votre corps à travers une prise de sang ou à travers la salive. Donc il y a des systèmes, mais ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Le résultat, il faut être sûr que le protocole soit bien suivi et ce n'est pas du temps réel. Alors, il y a aussi une discussion au niveau de l'Assemblée, comme vous le savez sans doute, de savoir si le burn-out va être considéré comme une maladie professionnelle ou pas. Bon, il y a pas mal de ping-pong. En dehors du fait qu'elle le soit ou pas, je pense à quand même créer un mouvement au niveau des entreprises pour se dire qu'elles doivent prendre cet élément en conseil. Donc, qu'est-ce que Codesna amène? Donc, c'est un protocole vraiment simple de mesure donc non intrusive et rapide en 2 minutes pour pouvoir analyser votre système nerveux autonome. En fait, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne, on lui met 2 pinces de type ECG et un convertisseur numérique qui nous permet de réceptionner les données de votre fréquence cardiaque, de la variabilité de votre fréquence cardiaque en temps réel. Donc, on a besoin de ces données brutes. Elles arrivent à travers un système Bluetooth ou filaire, suivant la préférence du client, sur une tablette ou un PC, sur lequel se trouve un algorithme qui va analyser ces données brutes et en 2 minutes va émettre un diagnostic sur le déséquilibre potentiel de votre de vos niveaux parasympathiques et osteosympathiques. Il y a un certain nombre de marqueurs autres qui sont fournis, qui vont être le stress immédiat, et la variabilité de l'amplitude de votre fréquence cardiaque. Donc en fait, bien sûr, ces données sont stockées pour le patient, ce qui permet aux médecins traitants ou à la profession de bien-être d'établir ce diagnostic, ensuite de proposer un traitement et éventuellement de suivre l'évolution de ce traitement en regardant comment cet indicateur bouge. Est-ce qu'il continue à aller vers une situation de burn-out ou effectivement ce déséquilibre se stabilise et la personne revient dans un état un peu plus acceptable. Donc il y a un brevet. Pour nous, c'est très important aussi d'être supporté au niveau scientifique. Donc bien sûr, nous travaillons avec aujourd'hui le CHU de Nice, avec la faculté de médecine de Nice et différents médecins et notamment les psys à Besançon. C'est quelque chose que nous décidons de continuer à faire. Où nous en sommes, donc il y a un certain nombre de prototypes qui ont été définis, que l'on a mis à disposition des médecins pour avoir le feedback. On va faire le lancement commercial à cet automne 2015. En fait, il va se faire en 2 phases. Nous avons eu un accord de BPI France pour faire une pré-commercialisation d'un nombre limité de produits qu'on va faire de septembre à décembre pour avoir des premiers clients et créer un fonds de roulement pour derrière, en 2016, lancer au niveau national le produit.
Donc les cibles, c'est les professionnels du bien-être de la santé, des médecins, des sophrologues, des ostéopathes, qui ont besoin d'avoir ce système de mesure pour pouvoir effectivement voir l'impact qu'a leur traitement sur le patient. Les entreprises, on a eu des contacts d'entreprises qui nous disaient qu'ils étaient intéressés à mettre ce type de dispositif à la disposition des employés de manière complètement, bien sûr, neutre et anonyme, pour qu'eux-mêmes puissent se rendre compte s'ils ont un risque de burn-out. On a une version, là, ce que j'ai présenté, c'est uniquement 3 indicateurs. On a une version beaucoup plus poussée qui, en fait, permet de sortir énormément de rapports, qui est sous forme de logiciel, en fait, qu'on target plutôt au niveau des médecins et des chercheurs. Merci Marc Latouche de cette présentation. Pierre Pinzelli prend le micro. Allez-y, on vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous faites la distinction entre les patients qui ont un vrai problème cardiaque et ceux que vous pouvez qualifier d'être en burn-out? Alors effectivement, nous, tout ce qu'on fournit, c'est un indicateur. Donc effectivement, derrière, il faut qu'il y ait une personne qui valide cet indicateur, parce que si la personne prend par exemple des médicaments ou autre, cela peut influencer. Donc effectivement, on ne se positionne pas dans un gadget que vous allez acheter à la FNAC, mais effectivement plutôt à destination des professionnels de santé. Et dans le cadre des entreprises, notre idée, c'est qu'il faudrait quelque part qu'il y ait quand même un médecin qui soit autour pour pouvoir parler avec la personne. Et ça, c'est l'éducation que nous faisons au niveau de l'entreprise. Médecin du travail, notamment? Par exemple, oui. Et je serais intéressé de votre feedback. Est-ce que vous visez une prise en charge de type sécurité sociale? Et puis aussi, je repose la question de l'évaluation. Où en êtes-vous sur l'évaluation du produit? Alors pour la prise en charge, en fait, nous, notre modèle, ça va être un modèle de location, donc avec un abonnement à l'année ou au mois. Parce qu'en fait, nous, on va le louer, comme je le disais, à des professions médicales. Donc le client final, enfin moi ou vous qui allons nous faire mesurer, on ne va pas nous-mêmes payer quelque chose, c'est utilisé par le professionnel. Donc c'est un dispositif médical et vous visez à une prise en charge par l'assurance maladie? Nous-mêmes, non, on fournit un outil d'indicateur de mesure. Mais on ne va pas faire, enfin, peut-être à discuter avec vous, mais a priori, on n'est pas parti dans cette logique. Est-ce que vous avez déjà lancé des études? Alors oui, nous sommes en train de travailler donc avec l'EPSI de Besançon, avec le CHU de Nice. Et... Tout à fait, oui. En fait, à Aix-en-Provence aussi, on a fait une série de mesures. Et pour information, donc, également, on a déjà un premier contrat avec l'ESPI, qui est un constructeur de matériel et de ceintures pour les sportifs, donc qui ont été intéressés en fait à utiliser une licence d'exploitation de notre logiciel. Béatrice Solis-Mira. Alors moi j'étais un peu sur la même question parce que si j'ai bien compris, vous faites ce pronostic de stress uniquement sur une donnée cardiaque, d'enregistrement cardiaque. La variabilité cardiaque, tout à fait. Et pendant combien de temps? Parce que vous dites que vous le faites en 2 minutes. Or, on sait que la fréquence cardiaque varie énormément dans le temps en fonction de plein d'éléments. Oui. Donc je m'interrogeais sur le fait de ne le lire que 2 minutes sur la valeur pronostique. Alors effectivement, je devrais me limiter à vous dire qu'effectivement c'est en 2 minutes et c'est uniquement basé là-dessus. Derrière, on peut prévoir une discussion plus approfondie avec notamment l'ingénieur qui a en fait développé et breveté ce protocole et ces algorithmes pour que vous compreniez bien effectivement à quoi correspondent ces indicateurs, ce que nous on fait avec chaque médecin, où on leur dit voilà, nous ce qu'on fournit c'est un indicateur, voilà comment on le mesure, sachez comment vous devez l'interpréter. Parce qu'effectivement, ce n'est qu'une mesure, mais qu'on pense qui est quand même assez pertinente. Et on a reçu jusqu'à présent un très bon accueil de la part des médecins et professions qui l'utilisent. Dernière question du jury, s'il y en a une. J'avais la même question sur le dispositif médical, mais parce qu'elle a été posée, moi, je vois, à partir du moment où vous ciblez les médecins, je ne vois pas très bien comment on peut éviter le passage par un dispositif médical, si ça aide un diagnostic ou si ça doit avoir une valeur médical, quoi, en tant que... Alors, il y a 2 aspects. Donc, oui, on le pense. Maintenant, de ce que l'on a compris, c'est que cette approbation au niveau médical prend du temps.
Donc ce que l'on fait en parallèle, c'est, comme je disais, travailler avec des chercheurs qui vont eux-mêmes faire des publications sur l'outil. Donc c'est ce que font ces personnes, où ils utilisent des outils qu'ils utilisent aujourd'hui basés sur des protocoles tels que Task Force 96. Ils utilisent notre outil en parallèle et donc vont sortir des publications qui permettent de comparer les différents produits et qui vont donner leur avis. Ce qui nous permettra, nous, de montrer qu'on a quand même une approche scientifique par rapport à des gadgets de bracelets qui sont supposés mesurer votre stress immédiat. Et malheureusement, on sait que la mesure n'est pas fiable. Merci Marc Latouche pour cette présentation. On peut l'applaudir également. La société donc Codesna. Voilà, vous avez écouté l'ensemble des candidats télémédecine. Peut-être vous aussi en face de votre écran, vous avez fait votre opinion. Donc n'hésitez pas à voter pour le projet que vous trouvez le plus pertinent pour le prix des internautes. On va faire une courte pause de 5 minutes. On va se retrouver à 14h50 pour la dernière catégorie de cette journée, la catégorie autonomie et maintien à domicile. Voilà, à tout de suite.